Alors maintenant, on peut faire une petite parenthèse sur la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, puisque au fond, en creux, c'est quand même de ça dont on parle aussi. C'est-à-dire, est-ce que on s'est donné les moyens d'être à la hauteur de cette construction, l'euro, qu'on a fabriqué un peu à U et à Dia il y a maintenant presque plus de 20 ans. Bon, le traité de Maastricht dans les années 90 et la mise en œuvre en 99. Et là, on sait bien qu'il y a un problème, c'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne, pas davantage d'ailleurs que la Fed aux États-Unis, ne parvient pas à atteindre ses propres objectifs, pourtant très bas en matière d'inflation, qui est de 2%. Or, une économie où il n'y a plus de hausse des prix fonctionne beaucoup moins bien, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de rigidité. On sait que les prix ne peuvent jamais s'ajuster à la baisse, et toujours à la hausse. Donc, s'il n'y a pas d'inflation, on est dans des situations où les ajustements, la flexibilité nécessaire des prix les uns vis-à-vis des autres est perdue. Bon, donc il faut retrouver de l'inflation, au moins le 2%, et beaucoup d'économistes disent que c'est parce qu'on a fixé une fourchette trop basse qu'on se retrouve aujourd'hui pris dans ce piège de la déflation. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il y a un débat très intéressant, je crois, sur les limites de la politique monétaire et qu'est-ce qu'on pourrait faire au-delà. Aujourd'hui, la Banque centrale a des taux d'intérêt faibles, voire négatifs, pour inciter quoi? Les banques à prêter à qui? À des gens dont on voudrait qu'ils s'endettent. Ils veulent pas s'endetter, ils veulent épargner. Donc, on n'est pas dans le bon sens de l'équation. On voudrait que les entreprises s'endettent davantage pour investir, mais il n'y a pas d'investissement parce qu'il n'y a pas d'activité économique. On est vraiment dans le cercle vicieux de la déflation. Alors, il y a une nouvelle doctrine à laquelle j'adhère, même si je pense qu'elle a une probabilité faible d'aboutir, mais il faut en parler pour que justement cette probabilité augmente. C'est ce qu'on appelle la monnaie hélicoptère. C'est-à-dire de dire, il faut passer à autre chose. Je pense qu'il faut expliquer ce qu'est la monnaie hélicoptère. Je vais le faire, bien entendu. Donc, la monnaie hélicoptère, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, au lieu que la Banque centrale prête aux banques à des taux d'intérêt très faibles, dans l'espoir que les banques prêtent à leur tour, la Banque centrale européenne se donne le pouvoir souverain qu'elle a, aucun traité ne l'interdit, de donner chaque mois un chèque à chacun des résidents européens, ce qui fera d'ailleurs regretter peut-être aux Britanniques de ne pas faire partie de la zone euro. Est-ce une forme de revenu universel? Alors ce serait pas un revenu universel au sens où il ne pourrait pas être pérenne. C'est un revenu qui est donné aussi longtemps que l'inflation est inférieure à 2% et qui s'interromprait au jour où l'inflation atteint 2%. L'objectif. Donc la conséquence de cette monnaie hélicoptère, pour bien comprendre Daniel Cohen, ce serait donc de provoquer cette inflation, de faire monter les prix. Parce que les gens vont se mettre à dépenser. Il y a trop de monnaie. Milton Friedman nous expliquait que trop de monnaie, ça crée de l'inflation. Très bien, c'est ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on veut. Donc les gens vont se mettre à dépenser cet argent. Ça va créer une hausse des prix sur les marchés des biens et autres. Et donc il y aura une forme d'illusion monétaire puisque cet accroissement de la richesse momentanée des individus ne sera pas pérenne, comme vous l'avez dit. Par conséquent, une fois qu'on aura cette inflation, qu'est-ce qu'on aura de plus? On aura retrouvé une inflation à 2 ou 2%, qui est l'objectif annoncé. Et encore une fois, une inflation à 2% fait mieux fonctionner les économies qu'une inflation à 0%, parce que ça donne plus de flexibilité à l'économie. Sans que celle-ci soit dangereuse. Non, elle ne peut pas être dangereuse, puisque le but, c'est d'arriver à 2%. Alors juste, je vais donner quelques ordres de grandeur. On dépense à peu près 1000 milliards de quantitative easing aujourd'hui. Si c'est 1000 quantitative easing. Et donc quantitative easing, c'est la politique dont on vient de parler, qui permet aux banques centrales, qui conduit la Banque centrale européenne à prêter à des taux faibles, voire négatifs, aux banques commerciales, dans l'espoir qu'elles puissent prêter. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça veut dire intervenir sur le marché des titres, mais l'idée, c'est de mener une politique non conventionnelle qui aille jusqu'au bout de ce que la Banque centrale puisse faire en matière de baisse des taux. Donc si au lieu de faire ça, elle ne prêtait pas, elle donnait, quels seraient les ordres de grandeur? Elle donnerait à l'économie réelle, en fait. Alors, aussi, elle le donnerait aux gens, on ne va pas se compliquer la vie. Mais qui vous dit qu'ils vont pas épargner à nouveau? On en remettra encore plus jusqu'à ce qu'ils se décident à dépenser. Jusqu'à ce que l'inflation atteigne d'un seul coup, s'embrasse d'un seul coup, et qu'elle dépasse 20, 30, 40%, parce qu'on a créé déjà des liquidités de façon phénoménale à travers les mesures non conventionnelles que vous venez de citer. Alors, une mesure non conventionnelle de plus, on voit pas pourquoi elle n'obtiendrait pas, elle obtiendrait les résultats qu'on n'a pas obtenus par d'autres mesures non conventionnelles. Je vais vous dire en un mot pourquoi. Là, on prête aux banques, les banques ne savent pas quoi en faire, donc ça se retrouve sur les marchés financiers, et donc on a encore une fois une spéculation sur le prix des actifs. Des bulles qui vont éclater d'un moment à l'autre. Et on se prépare à un nouveau crash. C'est exactement ce qui s'est passé dans les États-Unis des années 2000. On a fait tourner exactement ce même mécanisme. Le prix de l'immobilier a explosé parce que les taux d'intérêt sont bas. Ça veut dire qu'on peut s'endetter, et même si on ne le fait pas en grand nombre, ça fait monter le prix de l'immobilier. Mais il y avait une autre faculté. Donc je voudrais juste vous donner, si vous permettez, la fin de ce raisonnement. Si on mettait 1000 milliards sur la table, qui est les ordres de grandeur dont on parle, 1000 milliards divisé par le nombre de citoyens de l'Union, de la zone euro, ça ferait un chèque fin d'année de 3000 € par personne, à peu près, au doigt mouillé. Donc c'est pas rien ce dont on parle. On peut donner la moitié si vous avez peur, Brice. Mais en tout cas, on n'est pas en train de parler de quelque chose de cosmétique. C'est beaucoup d'argent qui pourrait être donné aux gens pour qu'ils puissent le dépenser et permettre d'atteindre les objectifs. Alors, ça ne se passera pas. Les Allemands se feront crucifier plutôt que d'entendre parler de mesures comme ça. Je confirme. L'intérêt de la Banque centrale européenne, c'est qu'elle ne prend
pas ses directives à Berlin ou à Francfort. Elle prend ses directives dans son propre conseil. Mario Draghi en a parlé un peu en rigolant sans l'écarter. Voilà le type de choses qui serait bon pour l'économie et franchement bon politiquement pour le crédit dont on pourrait bénéficier de la construction de cette union monétaire européenne. Je dis ça à moitié sur le ton de la plaisanterie, mais aussi sérieusement pour dire que si on a des instruments pour agir, on peut agir. C'est à peu près aussi simple que ça. Il nous reste peu de temps. Daniel Cohen, vous avez déclaré dans l'Obs que le revenu universel était une utopie réaliste. Ce pourrait être un programme de gauche ou de droite d'ailleurs pour la prochaine présidentielle. En tout cas, ça fait partie, comme cette monnaie hélicoptère, de choses qu'on s'interdit auxquelles on s'interdit de penser, mais qui Parce que le revenu universel aurait des conséquences inflationnistes également ? Non, alors le revenu universel, il donnerait de la sécurité aux gens. Si on était certain que, quels que soient les aléas de l'existence, on était sûr de pouvoir bénéficier d'un socle incompressible de 700 €. Alors c'est pas non plus monstrueux, mais pensons aux étudiants, pensons aux personnes qui sont en difficulté, etc. Et qu'à partir du premier euro gagné, on avait une fiscalité qui commencerait à payer, on aurait évidemment quelque chose qui ne nous mettrait plus dans l'obligation, pour survivre, d'aller cocher toutes les poches de l'assistanat qu'on nous offre aujourd'hui. On serait citoyen d'une société prospère dans laquelle on vous garantit un revenu. 700 par exemple, c'est pas beaucoup, ça permet pas de vivre, il faut travailler pour la suite. Donc tous ceux qui... Mais les adversaires de cette mesure disent que ce pourrait être désincitatif. Mais c'est exactement le contraire. Enfin, tout démontre que quand on n'a pas les ressources suffisantes, on ne peut pas travailler. Pourquoi ? Parce qu'on peut pas s'habiller. Pourquoi ? Parce qu'on peut pas se loger. Parce qu'on peut pas se raser, être beau et propre. Donc c'est exactement l'inverse. C'est en contraire en redonnant confiance aux gens, en leur donnant un socle, que on leur donne envie de travailler. Et franchement, les gens qui dans la société considéraient que 700 ça suffit, je n'en connais pas beaucoup. On aura envie de travailler, on aura les ressources qui permettront de mobiliser ce qu'on appelle le capital humain. Donc voilà, il y a beaucoup de choses dont il faut parler maintenant. C'est-à-dire que à force de s'auto-censurer dans l'espace de la politique économique, tant sur ce qui relève de l'Europe que ce qui relève de notre politique nationale, effectivement, on a une vie politique complètement étriquée, inquiète, et au bout du compte, voilà, on a des choses comme le Brexit au Royaume-Uni. Merci de nous avoir fait prendre de la hauteur avec la monnaie hélicoptère, Daniel Cohen. On verra si cette mesure prend son envol.